Le roi en a assez. Il a finalement décidé de prendre ses distances avec ces accusations persistantes. Les Jeux Invictus auront lieu dans quelques semaines. Harry a discrètement laissé entendre, par des voix détournées et des rumeurs soigneusement orchestrées dans les médias, qu'il était prêt à rentrer, à renouer des liens, à reconstruire une relation avec la famille qu'il avait quittée. Et le roi Charles vient d'envoyer la réponse la plus claire que le palais ait donnée depuis des années. Non pas par un discours, ni par une déclaration officielle, ni par une annonce qui aurait permis à Harry de bénéficier de la dignité d'une confrontation publique, mais par quelque chose de bien plus dévastateur. Le silence institutionnel d'une monarchie qui a tout simplement tourné la page. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail ce qui se passe, ce que cela signifie pour le moment décisif d'Harry, et pourquoi les sources les plus proches de cette histoire disent la même chose, mais avec des termes très différents. Ce rejet n'est pas une pause, c'est une conclusion. Restez avec moi, car cette histoire comporte des nuances que les journalistes ignorent complètement. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelque chose sur cette famille que la plupart des gens refusent encore de voir. Le contexte. Ce qu'attendait Harry. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire, il faut saisir ce que Harry croyait réellement possible. Depuis des mois, le récit de la réconciliation est omniprésent dans les médias, avec une persistance qui ne se manifeste que lorsqu'il est activement alimenté. Le conseiller principal Theo Rycroft aurait participé à des efforts diplomatiques discrets. Les canaux étaient censés être ouverts, mais la porte, nous a-t-on répété à maintes reprises, n'avait pas été complètement fermée. Harry le croyait, ou plus exactement, Harry avait besoin de le croire. Car sans espoir de dégel, toute sa stratégie, ses visites de retour, la plateforme Invictus, l'image soigneusement orchestrée d'un homme toujours attaché à ses racines, s'effondre. Voici ce qu'a déclaré Paula Froelich. Journaliste disposant de sources fiables et de longue date dans ce milieu, Harry exprime ses souhaits dans les médias et espère qu'ils se réaliseront. Relisez cela, car il ne s'agit pas de la description d'une négociation. Il ne s'agit pas de la description d'un processus diplomatique bilatéral. Voilà comment on décrit un homme qui publie ses espoirs et les qualifie de reportage. Et le palais. Le palais observe. Patient, sounds hot. Car c'est ce que font les institutions qui ont survécu aux empires. Ils attendent que le tumulte se calme, puis ils agissent. La question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. À quoi ressemble un refus lorsqu'une institution millénaire décide d'en émettre un? Cela ne ressemble pas à une conférence de presse. Cela ressemble exactement à ce que nous voyons. Le calcul de Charles. Soyons précis concernant le roi Charles, car ses propos sont souvent mal interprétés. Certes, Charles souhaite voir son fils. De nombreuses sources, y compris celles du Royal News Network, ont confirmé que le roi nourrit un espoir sincère de nouer une relation personnelle avec Harry. Il est père. Cet instinct ne disparaît pas comme par magie. Mais voici ce que les médias traditionnels omettent systématiquement de prendre en compte. Charles est aussi roi, et un roi qui fait face à un diagnostic de cancer. Une monarchie en activité qui se restructure activement autour de William et Catherine. Et une institution dont la crédibilité à long terme repose sur la perception qu'elle ne peut être manipulée ni exploitée. Ce roi est soumis à des contraintes totalement différentes de celles d'un père qui souffre simplement de l'absence de son fils. Des sources s'étant confiées à Royal News Network ont été très claires à ce sujet. Ils savent qu'Harry est totalement indigne de confiance et, par conséquent, ils ne peuvent pas le côtoyer. Ce terme « indigne de confiance » n'a rien à voir avec le langage émotionnel. Il s'agit d'un langage institutionnel. Voilà le langage de la gestion des risques. In clair, quels que soient les sentiments personnels de Charles, l'institution a tranché. Et dans la monarchie britannique, l'institution a toujours le dernier mot. Alors, quand Charles prend ses distances avec les articles sur la réconciliation, quand le palais refuse de confirmer les tractations diplomatiques officieuses que l'entourage de Harry a divulguées à la presse, quand une source à Buckingham Palace refuse tout simplement de commenter la présence de la famille de Harry en juillet, vous n'assistez pas à la froideur d'un père. Vous assistez à la protection d'une institution contre une personne qu'elle a officiellement qualifiée de responsable. Cela vous met-il mal à l'aise? Cela devrait. Car cela signifie que l'écart entre ce que Harry pense qu'il se passe et ce qui se passe réellement est peut-être plus important que ce que quiconque a publiquement admis. Le facteur William. Parlons maintenant de l'autre variable de cette équation. Celui qui change tout. Le prince William. Si Charles porte encore le poids émotionnel de la paternité dans ce calcul, William, Louis, porte quelque chose de tout à fait différent.
William garde en mémoire, de façon précise et concrète, le prix qu'il lui a personnellement coûté d'avoir son frère dans sa vie. Charlotte Griffith, journaliste qui a passé des années à couvrir cette famille en s'appuyant sur des sources fiables, a été interrogée directement. « Diriez-vous que William méprise Harry? » Sa réponse fut sans équivoque. « La colère est si vive qu'on ne peut même plus prononcer le nom de Harry devant William. » Et en fait, William affirme qu'il n'est même pas en colère contre son frère, car ce dernier est un non-être humain. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pas en colère. Une non-personne. Ce n'est pas le langage d'une dispute familiale non résolue. C'est le langage de quelqu'un qui a pris une décision intérieure définitive. William n'a pas tourné la page avec Harry comme on surmonte un désaccord. Il l'a fait comme on efface définitivement un chapitre de sa vie. Et William n'est pas un élément marginal dans le processus de réconciliation. Il est au cœur du problème. Car toute réhabilitation institutionnelle de Harry, toute reprise officielle de ses relations, tout rétablissement de son accès aux affaires publiques, de ses titres, de sa protection et de sa présence aux événements officiels, requiert l'accord de William. Or, d'après toutes les sources crédibles qui suivent cette famille, cet accord est inestimable. Harry ne doit donc pas faire face à un seul rejet, mais à deux. Un père qui veut le voir mais qui ne peut lui faire confiance. Et un frère qui nie désormais son existence. Voilà le fondement sur lequel repose l'histoire des retrouvailles des Invictus. Vous voyez le problème structurel, le problème Meghan. Voici la phrase qui explique tout, et que presque personne dans la presse traditionnelle n'ose dire ouvertement. Personne ne veut plus jamais revoir Meghan. Ce ne sont pas mes mots. Il s'agit d'une description directe provenant de sources proches du palais. Cette description a été rapportée par plusieurs journalistes dont les sources se sont avérées cohérentes et fiables tout au long de cette affaire. Et cela n'est pas présenté comme une rumeur, ni comme une remarque isolée d'un membre du personnel mécontent, mais comme une position institutionnelle établie. Réfléchissez maintenant aux conséquences que cela aura sur la stratégie d'Harry concernant les Invictus Games. Car les informations relatives à un éventuel retour d'Harry au Royaume-Uni en juillet ne décrivent pas une visite en solitaire d'un homme cherchant à renouer avec son père et son frère, quelles que soient les conditions. Elles décrivent un engagement conditionnel. Un accord où la présence de Meghan, ses conditions et ses modalités concernant l'accès au palais et la forme que prendront leurs fiançailles feraient une partie intégrante des négociations. Autrement dit, Harry ne propose pas une réconciliation au palais, mais une négociation, avec une personne que, selon ces mêmes sources, personne dans cette famille ne souhaite revoir. On ne demande pas au palais de faire un pas vers Harry. On lui demande d'accepter le retour de Meghan selon les conditions qu'elle a contribué à définir. Et la réponse du palais, communiquée de manière institutionnelle et posée, qui en dit long sans un mot. Est-ce non? La source de Paula Froelich était directe. Oui, le roi souhaite voir son fils et son petit-fils. Personne ne souhaite revoir Meghan, mais tous savent que Harry est totalement indigne de confiance et, par conséquent, ils ne peuvent pas le côtoyer. Alors, demandez-vous, si vous étiez Harry et que vous compreniez cela, que le compreniez-vous vraiment? Quelle serait votre prochaine action? Car la manœuvre qu'il semble entreprendre, celle rapportée par de nombreux médias, consiste à imposer des conditions qui font de ce que le palais redoute le plus. Le retour de Meghan à la vie institutionnelle britannique. Une condition sine qua non pour obtenir ce que le roi désire le plus. Revoir son fils et ses petits-enfants. Ce n'est pas une stratégie de négociation. C'est une impasse. Et dans une impasse entre un homme et une institution millénaire, l'institution ne cède pas. Le manque de confiance, la raison pour laquelle Spare a tout changé. Revenons à la racine du problème. Car le dialogue de réconciliation, sous toutes ses formes, chaque initiative officieuse, chaque article de presse prudent évoquant une ouverture et une diplomatie discrète, tourne autour du même problème sans jamais le nommer ouvertement. Le palais ne fait pas confiance à Harry, pas de manière conditionnelle, pas avec des réserves, mais de manière totale. Selon des sources s'étant confiées à de nombreux journalistes crédibles, cette confiance est telle qu'il est impensable de se retrouver seul avec lui, que toute conversation privée requiert un témoin, car l'alternative serait qu'elle se retrouve dans un livre, un documentaire et une interview, ou qu'elle fasse l'objet d'une fuite soigneusement orchestrée à un journaliste complaisant. Imaginez en arriver là avec un membre de votre famille. Imaginez que la relation soit si profondément dégradée que la question n'est plus de savoir s'il se comportera mal, mais s'il tirera profit de cette interaction. C'est là où en est cette famille. Et la raison de leur présence porte un nom, Spare. Spare ne peut être effacé. Les personnes décrites dans le document,
la grand-mère aujourd'hui décédée, le grand-père qui l'a lu avant de disparaître à son tour, le frère, la belle-sœur qui luttait contre le cancer tandis que les allégations la concernant circulaient dans le monde entier, l'ont lu. Leurs employés l'ont lu. L'institution l'a lu. Et l'institution a la mémoire longue. Voici la question que personne dans l'entourage de Harry ne semble se poser. Qu'apporte Harry au palais qui justifie les dépenses supplémentaires qu'il occasionne? Quel geste? Quelle visite? Quel coup de théâtre médiatique savamment orchestré pousse le roi à dire à ses conseillers? Je sais que cet homme a divulgué des détails intimes de ma famille, alors que ma femme était malade et mon père mourant, mais pouvons-nous le réintégrer? Il n'y a pas de réponse à cette question. Et le comportement du palais ces derniers mois n'est pas ambigu. C'est la réponse. Les enfants. La partie la plus discrète de l'histoire. Parlons maintenant d'un aspect que les gros titres ont tendance à survoler, préférant se concentrer sur les drames adultes. Car c'est cette dimension de l'histoire qui touche le plus profondément. Archie et Lilibet, ce sont les enfants de Harry. Ils sont aussi, par le sang, les petits-enfants d'un roi. Leurs titres existent. Leur place dans l'ordre de succession est, en théorie, intacte. Mais la réalité de leur lien avec cette institution prend une toute autre dimension que celle que suggèrent leurs actes de naissance. Les enfants de William, George, Charlotte et Louis grandissent au sein d'une monarchie fonctionnelle. Ils sont visibles. Ils sont présents. Ils sont préparés à la manière dont l'institution a toujours préparé ses héritiers au rôle qu'ils occuperont un jour. Leurs visages apparaissent lors des cérémonies officielles. Leur présence à la cérémonie du Trooping the Colour est tout à fait normale, car elle est attendue. Ils y ont leur place. Les enfants de Harry sont en Californie. Leur image est soigneusement mise en scène sur les réseaux sociaux. Leur accès à l'institution à laquelle ils sont officiellement rattachés devient de plus en plus théorique. Aucune annonce officielle ne les a privés de quoi que ce soit. Aucune déclaration n'a été faite. Mais la lente logique institutionnelle d'une famille qui a tourné la page n'exige pas de déclaration. Elle exige seulement du temps. Et le temps suit son cours. Harry le comprend désormais, d'une manière qu'il n'avait peut-être pas pleinement saisie au moment des décisions. Qu'il l'ait compris ou non. Le cours des choses a été déterminé par ses choix. Ses choix et les choix de Meghan. Quant à la manière dont ces choix seraient présentés publiquement. Leurs enfants n'auront pas ce que les enfants de William ont. Non pas parce que quelqu'un le leur a officiellement enlevé, mais parce que les portes qui leur auraient permis d'y accéder étaient fermées de l'intérieur. Et les portes fermées ne se rouvrent pas simplement parce que la personne qui les a fermées a changé d'avis. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la forme que prennent les choix lorsqu'un nombre suffisant d'entre eux converge vers un même but. Invictus, un héritage mis à rude épreuve. Les Jeux Invictus étaient censés transcender tout cela. Est a un sens véritablement important. C'est le cas. Les vétérans qui y participent sont bien réels. La réadaptation physique et psychologique dont ils bénéficient est documentée et précieuse. La mission des Jeux, l'engagement envers le service militaire et la réadaptation n'est pas une simple opération de communication. C'est un travail concret qui a un impact réel sur la vie des gens. Cependant, les questions de gouvernance qui se posent actuellement autour de l'organisation des Jeux Invictus ne peuvent être ignorées. Départ de dirigeants, pressions financières, obtention de parrainage d'entreprises, apparemment plus difficile qu'auparavant. Ces questions surgissent au moment précis où Harry a besoin qu'Invictus porte tout le poids de son image publique. Car la marque Sussex est par ailleurs mise à rude épreuve. Saint-Hubert a connu des difficultés. Africa Parks fait l'objet d'allégations qui ont suscité de vives critiques. La réputation de Travelist a décliné. Et maintenant, Invictus, Son Fleuron, est confronté à des questions auxquelles son fondateur semble incapable de répondre. Paul Afrolik l'a dit sans détour. Il ne comprend pas que faire de la charité demande des efforts. Il ne comprend pas que pour obtenir des dons, il faut être lié à la famille royale. Il veut simplement se présenter et serrer une main. Or, les gens examinent les finances d'Invictus et se posent des questions auxquelles une poignée de main ne répond pas. C'est là le plus cruel dans cette situation. Les Jeux Invictus sont programmés. Les vétérans se préparent. Les compétitions auront lieu. Et Harry sera présent. Il y aura des reportages. Et certains de ces reportages seront élogieux. Mais l'édifice institutionnel qui soutient ces Jeux, la crédibilité des sponsors, la réputation de la gouvernance, le soutien sérieux et constant qui transforme un événement sportif en un héritage durable. Cet édifice est mis à rude épreuve, et Harry semble incapable d'y faire face. Quant à la comparaison que personne dans son équipe de communication ne souhaite faire, mais qui s'impose systématiquement, elle concerne William.
Le portefeuille philanthropique de William ne soulève ni problème de gouvernance ni crise de leadership. Non pas parce que William a de la chance, mais parce qu'il est toujours présent, sans condition. Sans équipe de tournage, sans que son service ne devienne un chapitre d'un récit personnel expliquant pourquoi il mérite plus de reconnaissance. Sans le signal institutionnel. Lire ce qui n'est pas dit. Voici comment la monarchie britannique communique lorsqu'elle veut communiquer sans dire un mot, elle ne dit rien. Lorsqu'une source de Buckingham Palace refuse de commenter la venue de Meghan et des enfants au Royaume-Uni en juillet, il ne s'agit pas d'un refus de dialogue, mais d'une prise de position. De même, le fait que le site web du palais continue d'afficher les noms de Harry et Meghan à certains endroits, non pas par choix délibéré, mais parce que personne n'a encore pris la décision de les retirer, constitue également une prise de position. Le texte indique que la question n'est pas encore officiellement tranchée, mais que l'on ne se précipite pas. Les grands médias interprètent ce silence comme une ambiguïté, comme si le palais était encore en pleine réflexion. Comme si un coup de fil bien placé ou une conversation officieuse opportune pouvait changer la donne. Mais l'ambiguïté ne permet pas d'obtenir des sources cohérentes entre plusieurs journalistes crédibles, qui convergent pourtant tous vers la même conclusion. L'ambiguïté ne permet pas d'atteindre le niveau de précision que l'on constate actuellement dans les informations concernant les propos tenus par la famille royale au sujet de ce couple en privé. Il semblerait que tout ce qui se passe à huis clos à Montecito soit en train de plonger Meghan dans une spirale infernale. La famille royale semble désormais indifférente à la question de savoir si elle reverra un jour Harry. Le roi est à bout. Ce ne sont pas les paroles d'une institution qui hésite encore. Ce sont les paroles d'une institution qui a pris sa décision et qui attend le moment opportun. Le moment opportun, sans précipitation, sans drame, et sur le plan institutionnel, pour structurer cette décision. Lorsque le site web du palais sera discrètement mis à jour, lorsque les informations concernant Harry disparaîtront sans bruit, lorsqu'aucune invitation ne parviendra aux événements auxquels la famille de William sera présente, il n'y aura aucune annonce, aucun communiqué de presse, aucune reconnaissance officielle de ce que cela signifie. Et cela aura une signification profonde. Ce que Harry ressent réellement. Soyons honnêtes quant à la dimension humaine de cette affaire, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire institutionnelle, mais aussi d'une histoire humaine. Harry regrette son père. Plusieurs sources le confirment et c'est tout à fait plausible. Il regrette le lien, le sentiment d'appartenance, l'enracinement, le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que lui, qui existait avant lui et qui existera après lui. Lorsqu'il a revu des images de William à un match de football, détendu, pleinement présent. Pleinement intégré à une vie stable et communautaire, il est facile d'imaginer le choc que ces images lui ont coûté, à lui et à ses enfants. Il les voit grandir en Californie, loin de l'institution qui a façonné sa propre vie. Quelles que soient les déclarations publiques, quels que soient les messages soigneusement élaborés sur la liberté, l'authenticité et le fait de vivre selon ses propres règles, il y a quelque chose qu'il a perdu et qui ne pourra jamais être reconstruit à Montecito. Et il le sait. Mais c'est là que s'arrête la sympathie pour beaucoup de gens, et je tiens à expliquer précisément pourquoi. Harry aurait posé des conditions à sa présence potentielle à des événements britanniques avant même d'y être invité. Une source a décrit la situation ainsi. C'est comme dire « J'adorerais venir chez vous, mais seulement si vous retirez tous les autres invités, prévoyez des rafraîchissements spécifiques et acceptez que je vienne, accompagné d'une personne que vous avez expressément indiqué ne pas vouloir voir. » Et d'ailleurs, vous ne m'avez toujours pas invité. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui a véritablement pris conscience de ce qui s'est passé. C'est le comportement d'un homme qui souhaite le résultat émotionnel, les retrouvailles, la chaleur humaine, les images de la réconciliation, sans s'attaquer aux véritables causes structurelles de la rupture. Le palais le voit, William le voit, et la machinerie institutionnelle de la couronne, silencieuse et patiente, attend simplement. Ni avec cruauté, ni avec triomphe. J'attends simplement que Harry comprenne ce que tout le monde a déjà compris. L'opinion publique britannique. Pourquoi rien ne joue en faveur de Harry? L'opinion publique britannique a la mémoire longue. Et cela dure au moins aussi longtemps que les institutions elles-mêmes. Au Royaume-Uni, certains ont regardé l'interview d'Oprah Winfrey pendant que le prince Philip était hospitalisé. D'autres ont suivi la série documentaire de Netflix, alors que les membres de la famille royale géraient de la maladie, la succession et l'immense charge administrative d'une monarchie en transition. Qui a lu ou entendu parler de ce qui a été écrit à la hâte? Et la question que se pose le public britannique n'est pas de savoir si la réconciliation est émotionnellement possible, mais si elle est méritée.
que les gestes publics de transparence, les fuites d'informations confidentielles et la volonté affichée d'assister à des événements témoignent d'une véritable responsabilité ou relèvent d'une stratégie médiatique sophistiquée visant à reporter la responsabilité morale sur le palais. Le Royal News Network a été clair. Harry doit comprendre que ses services ne sont plus requis et qu'il ferait mieux de mûrir et de trouver un vrai travail. Ce sont des propos forts, mais ils reflètent un sentiment que les sondages et les commentaires n'ont cessé de confirmer. La tolérance du public britannique envers le récit des Sussex n'a pas augmenté avec le temps. Elle s'est contractée. Et c'est là l'erreur stratégique au cœur de la position actuelle d'Harry. Sa stratégie médiatique a toujours été axée sur un public américain. Il est généralement sensible aux récits d'émancipation face aux contraintes institutionnelles et aux dysfonctionnements familiaux. Mais l'événement qui compte ici, les Jeux Invictus, se déroule en Grande-Bretagne. L'institution avec laquelle il souhaite renouer est britannique. La famille qui lui manque est britannique. Et le public britannique, qui déterminera l'ambiance de chaque séance photo et de chaque intervention médiatique en juillet, réagit selon une logique émotionnelle totalement différente de celle que Harry a cultivée ces 4 dernières années. Ce fossé ne se comble pas avec une interview bien orchestrée ou une arrivée soigneusement orchestrée à l'aéroport. Cela se conclut par le temps. La prise de responsabilité est quelque chose qui ressemble moins à une stratégie qu'à une véritable humilité. Le temps presse. Harry a-t-il encore suffisamment de ses qualités? Prochaine étape pour le palais. Qui faut-il surveiller? Alors, où cela va-t-il nous mener? La prochaine décision du palais ne sera pas spectaculaire. C'est la première chose à comprendre. Ce sera discret, progressif et compris par tous les intéressés sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. Surveillez les communications officielles. Observez si les profils de Harry et Meghan sur les sites web royaux sont discrètement mis à jour ou supprimés. Soyez attentifs à la réception par Harry d'une invitation, même informelle ou indirecte, avant juillet. Surveillez également si l'examen de la protection de sa famille, actuellement en cours au ministère de l'Intérieur, aboutit à une décision empêchant de fait Meghan et les enfants de l'accompagner en Grande-Bretagne. Ce dernier point est crucial. Car si la protection est refusée ou considérablement réduite, la condition posée par Harry à sa présence, à celle de Meghan et des enfants qui l'accompagnent, devient structurellement impossible à remplir, et le palais n'aura pas pipé mot. Surveillez l'agenda public de William en juillet. Observez s'il y a un quelconque chevauchement avec les apparitions prévues de Harry, un moment qui pourrait être photographié comme une réunion. Et observez si ce chevauchement est ostensiblement, architecturalement absent. Observez Charles. Observez s'il fait le moindre geste public envers Harry qui puisse être interprété comme une marque de sympathie ou une invitation. Selon moi, et compte tenu de tous les éléments dont disposent actuellement les sources de cet article, Charles ne fera rien qui puisse être perçu comme une ouverture. Non pas qu'il n'aime pas son fils, mais parce qu'il est avant tout roi et que l'institution a tranché. Et suivez Invictus. Surveillez les annonces de sponsors ou leur absence. Observez si les questions de gouvernance qui circulent actuellement dans les médias sérieux susciteront une couverture médiatique durable. Observez si les Jeux olympiques permettront à Harry de marquer l'histoire comme il le mérite, ou s'ils ne seront qu'un chapitre de plus dans une histoire de potentiel inexploité. Plus largement, que nous apprend cette histoire sur la monarchie? Prenons du recul par rapport aux personnalités et analysons ce que ce récit révèle réellement du fonctionnement de la monarchie britannique. L'institution a survécu car elle évolue lentement et se défend discrètement. Elle ne s'engage pas dans des affrontements publics avec ses détracteurs. Elle ne répond pas aux défis par des contre-défis. Elle attend, s'adapte et passe à autre chose. Et ce faisant, elle rend insignifiant ceux qu'elle a dépassés, sans jamais avoir besoin de le déclarer. Harry a commis une erreur d'appréciation fondamentale quant à la nature de l'institution dans laquelle il est né. Il supposait, ou du moins se comportait comme s'il supposait, que la monarchie avait besoin de lui. Sa popularité, son attrait auprès d'un public plus jeune et plus diversifié. Son mariage avec une femme incarnant la modernité et la nouveauté le rendaient indispensable, contrairement aux membres traditionnels de la famille royale. La monarchie, en réalité, n'était pas de cet avis. La monarchie compte William et Catherine, dont la popularité n'a cessé de croître ces dernières années. Elle compte la princesse Anne, dont l'éthique de travail inlassable et l'affection sincère du public offrent un modèle de service royal qui n'a pas besoin d'être repensé. Elle compte les Edinburgh et les Zara Tindall, et la machinerie discrète d'une institution qui continue de fonctionner, quels que soient ses membres. Le départ d'Harry a créé un vide. L'institution a comblé ce vide.
et elle fonctionne désormais comme si le départ d'Harry était inévitable. À en juger par les preuves, c'est peut-être le cas. Ce qu'Harry ne semble pas encore avoir pleinement accepté, c'est que ce départ était définitif. Qu'on ne peut pas faire sauter un pont, puis se tenir sur les décombres et négocier l'autorisation de le traverser. L'ironie des Invictus. Voici la plus grande ironie de toute cette histoire. Les Jeux Invictus ont été créés par Harry pour exprimer précisément la qualité qui, selon le palais, lui fait le plus défaut. Le dévouement désintéressé. Ces jeux reposent sur le principe que le travail accompli prime sur la personne qui le réalise. Ce sont les vétérans qui, sur le terrain, surmontent les blessures, les traumatismes et les pertes, qui incarnent l'histoire, pas leurs mécènes. Mais le parcours public de Harry depuis son départ de la famille royale a été l'inverse de tout ce que représente Invictus. Il a été profondément personnel. Un récit intensément narratif, intensément centré sur lui et sur Meghan. Et il faut parler de leur histoire, de leurs griefs et de leur vérité. Les vétérans qui se donnent corps et âme à ces jeux méritent un mécène dont la vie personnelle ne vienne pas éclipser la mission de l'institution. Et dans ce moment, à quelques semaines des Jeux Invictus, l'essentiel n'est pas les Jeux eux-mêmes. Il s'agit de savoir si Harry pourra rencontrer son père, si Meghan bénéficiera d'une protection policière et si William sera photographié aux côtés de son frère. Et la santé financière de l'organisation Invictus résistera-t-elle à l'examen minutieux dont elle fait actuellement l'objet? Ce n'est pas le récit que méritent les vétérans. Et quelque part, peut-être, Harry le sait aussi. Le chapitre se referme. Nous voici arrivés. Harry aspirait à la liberté. Il a compris. Meghan voulait Hollywood. Elle est en train de s'y retrouver. Les enfants grandissent en Californie. L'image de Mark des Sussex traverse sa période la plus difficile. Les institutions qui auraient pu contribuer à l'image publique de Harry, Senti Ball, Africa Parks, Invictus lui-même, sont chacune soumises à un examen minutieux de plus en plus rigoureux. Et à Windsor, à Kensington, dans ces lieux où les familles travailleuses se réunissent sans cérémonie et vaquent simplement à leurs occupations. Le monde est en mouvement. Non pas contre Harry, non pas dans une opposition triomphante. En avance, comme toujours, comme ça aurait toujours dû se faire. Le roi Charles n'a pas publiquement désavoué son fils. Il a fait quelque chose de plus définitif. Il a tout simplement laissé l'institution poursuivre son chemin. Sans Harry, sans drame, sans le récit de réconciliation que l'entourage de Harry a soigneusement orchestré dans la presse. Et William a tourné la page, comme seule une véritable libération émotionnelle le permet. Son frère n'est plus une blessure. Son frère, c'est un chapitre clos. Leurs noms figurent encore à certains endroits sur le site web du palais. Cela va changer. L'examen de leur dossier de protection est en cours. Cela finira bien par se régler d'une manière ou d'une autre. Les Jeux Invictus auront lieu. Ils bénéficieront d'une certaine couverture médiatique. Et Harry retournera en Californie. Et il prendra lentement conscience que l'appel qu'il attend tant ne viendra pas. Non pas que le roi n'aime pas son fils, mais l'amour et la confiance institutionnelle sont deux choses différentes. Et la décision de l'institution est sans appel. Certaines portes, une fois fermées de l'intérieur, ne peuvent plus être ouvertes de l'extérieur. Ce n'est pas de la cruauté. C'est simplement la conséquence de choix qui s'accumulent dans la même direction. Abonnez-vous à Royal Report. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lit encore la version éditée de cette histoire. Et activez les notifications. Le chapitre sur Invictus est toujours en cours d'écriture. Et lorsque la prochaine étape arrivera, vous voudrez avoir tous les éléments en main, pas seulement le titre. Bienvenue dans Royal Report. On se retrouve dans le prochain épisode.